Heureuse de vous retrouver pour un autre numéro de Focus Santé. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux troubles musculo-squelettiques et mes invités sont confortablement installés. On se retrouve tout juste après le jingle. Aujourd'hui, les troubles musculo-squelettiques, généralement appelés TMS, représentent à eux seuls 87% des cas de maladies professionnelles, faisant des TMS la principale problématique de santé liée surtout au travail. Elles touchent majoritairement le cou, les épaules et les poignets, mais aussi les coudes, le dos, les genoux, etc. Elles se caractérisent par une gêne ou des douleurs dans les mouvements, par de la raideur liée à la perte de souplesse, d'extérité ou de force. Des sensations d'engourdissement ou de picotement peuvent être des signaux faibles. Et comme je l'annonçais dans mon introduction, je suis sur ce plateau avec des spécialistes de la question. Dr Franck Assogba. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ça va bien et vous? Merci d'accepter encore une fois notre invitation. Ce serait toujours un plaisir. Dr Credo, bonjour. Bonjour madame. Merci également à vous d'être avec nous. Partagé. Alors, aujourd'hui, nous parlons des troubles. Je rappelle que ce sont des médecins en kinésithérapie, c'est-à-dire des kinésithérapeutes. Aujourd'hui, docteur, nous parlons des TMS. Qu'appelez-vous TMS? Les TMS, comme vous l'avez dit, c'est les troubles musculo-squelettiques et on peut les définir comme des affections, des pathologies qui affectent l'articulation, les muscles et les tendons. De façon simple, c'est ça, des pathologies qui affectent l'articulation, les muscles et les tendons. Et si on veut être un peu plus technique, et je dirais que les troubles musculo-squelettiques sont en fait des pathologies qui surviennent quand les contraintes qu'on met sur les articulations sont au-delà des capacités de ces articulations à supporter les contraintes. Par exemple, le fait de s'asseoir à plein temps pourrait être à la base de cela. Nous qui sommes, par exemple, des fonctionnaires dans des bureaux à plein temps. Exactement. Le fait d'avoir un métier où on adopte des postures prolongées, c'est un facteur de risque en fait de ces TMS-là. Alors, quels sont les signes d'un trouble musculo-squelettique? Qu'est-ce qui pourrait annoncer cela? Pourrait mettre la puce à l'oreille au patient? Tac, ça pourrait être ça. Déjà, comme vous l'avez dit, c'est des pathologies retrouvées dans le milieu du travail. Et donc, le principal symptôme, souvent, c'est la douleur. D'accord. C'est la douleur au niveau des articulations. Et c'est de la douleur et ça peut aller jusqu'à des picotements, des fourmillements. Et vous avez tantôt dit dans votre introduction, une raideur articulaire peut s'installer, une faiblesse musculaire également peut s'installer parce que ça affecte l'articulation, c'est-à-dire le moteur et puis ce qui est pouli, je dirais, c'est-à-dire l'articulation et les muscles qui font bouger l'articulation. D'accord. Docteur Credo, dites-nous, est-ce que vous avez déjà reçu un de ces cas-là au cours de votre exercice de fonction? Merci pour la question. Nous recevons beaucoup de cas de troubles musculo-squelettiques au cours de notre fonction. Parce que beaucoup de dames qui travaillent par exemple dans les banques, position assise prolongée, ou dans les bureaux, position assise, ou même debout prolongée, ils présentent ces troubles-là. Et ils viennent avec, souvent la puce, comme mon collègue l'a dit, c'est la douleur qui réveille en même temps la consultation. Et c'est souvent une douleur qui devient chronique chez ces patients avant qu'ils n'aillent voir le médecin pour qu'on leur prescrive les séances. C'est ce qui est un peu délicat. Donc, ils viennent déjà avec une douleur qui est chronique. Donc, il faut tout faire maintenant pour que cette douleur ne devienne plus chronique et rétablir maintenant la fonctionnalité de l'articulation en travaillant les muscles et tout. Et lorsque vous recevez ces patients ou ces patientes-là, combien de séances est-ce que vous pouvez leur prescrire minimum par semaine pour pouvoir aider ces dernières à se retrouver? D'accord. Moi, je pense que la prescription, d'abord, le médecin, il peut prescrire un certain nombre de séances. Il peut prescrire 15 séances, 15 séances, voilà. En fonction du cas qu'il a devant lui. Oui, en fonction du cas qu'il a devant lui. Maintenant, ces séances peuvent ne pas suffire. Donc, en fonction de ces séances prescrites, à nous de voir comment nous allons répartir les séances. Peut-être 3 séances par semaine, 2 séances par semaine, 4 séances par semaine ou peut-être tous les jours parce que ça dépend de ce que nous voulons. Une récupération rapide
Mais il faut savoir aussi que les tendons, les muscles, ils ont un temps de cicatrisation. Et il faut beaucoup patienter, il faut y aller progressivement pour récupérer chez ces patients. Alors, docteur, vous avez un mot à dire là-dessus? Oui, pour ce qui est de la prescription, en fait, c'est en fonction de l'état du patient quand il va en consultation chez le médecin. C'est en fonction de l'état et en fonction de ce que les examens peut-être complémentaires ont révélé que le nombre de séances il est prescrit et la détermination de cette fréquence est aussi vue avec le patient en fonction également de son aptitude et de ses capacités en fait à supporter le traitement. Le traitement, d'accord. Alors, quelles sont les conséquences des troubles musculo-squelettiques? Les conséquences des troubles musculo-squelettiques, je vais peut-être les catégoriser en deux. Conséquences sur la personne même qui est touchée et conséquences au niveau professionnel. Conséquences sur la personne, c'est une altération de sa qualité de vie. Parce que la douleur, c'est un vrai handicap. Oui. Et la douleur, quand elle est là, on peut arriver à ne rien faire. Oui, bien sûr. Donc, une altération de sa capacité et de sa qualité de vie. On a vu déjà qu'il y aura douleur, une diminution de la force musculaire et une raideur. Et ça peut entraîner chez ce travailleur soit une incapacité temporaire ou bien même une incapacité définitive. Et donc, imaginez au niveau maintenant entreprise, il y a les coûts directs et les coûts indirects qui sont liés à ce type de pathologie. Les coûts directs, c'est quoi? C'est la prise en charge de l'employé. Les soins ont un coût. Les coûts indirects, ça va prendre, par exemple, ça va agir sur le fonctionnement de l'entreprise. Cette personne, on va devoir... vraiment présent à son poste productif. Il est moins productif. Donc, ça va affecter la productivité au niveau de l'entreprise. Ça va impacter dans le sens où il faut peut-être trouver un remplaçant pour cette personne. Et donc, pour l'entreprise, ça va générer des coûts au niveau investissement. Et au niveau ambiance de travail, ça peut impacter également. Oui, parce qu'il sera peut-être à plein temps sous le stress, non seulement du travail, mais aussi de son état de santé, qui ne lui facilite pas nécessairement les choses. Exactement. Et imaginez, puisqu'il a des absences répétées, on va devoir peut-être faire une réorganisation des charges du travail. Voilà. Et la réorganisation des charges du travail va impliquer quoi? Une augmentation de la charge sur les autres acteurs. Et indirectement, ça peut être génératrice en fait de troubles musculo-squelettiques parmi ses collègues. Alors, docteur, dites-nous, est-ce qu'il y a des parties qui sont plus touchées par ce phénomène-là? C'est vrai, dans mon introduction, j'ai parlé du cou, j'ai parlé du coude, etc. Mais est-ce qu'il y a des parties qui sont le plus touchées? Est-ce que c'est au niveau du dos? Est-ce que c'est la colonne vertébrale? Je ne sais pas. D'accord, merci. Les parties les plus touchées sont les parties du membre supérieur. C'est-à-dire, quand je prends le membre supérieur, je prends l'épaule, le coude, le poignet. Parce que lorsque vous adoptez une certaine position, d'accord, et que les muscles ou les articulations ne sont pas détendues, vous mettez une forte tension à ce niveau. Et de façon répétée, regardez, le temps de travail, on commence le travail peut-être à 7 h ou à 8 h. Oui. On reste dans cette position-là jusqu'à midi. Et après, on se lève peut-être 30 minutes pour aller déjeuner. On revient vite parce que la charge de travail est là. Donc, on reprend le même rythme à chaque fois. Donc, ces articulations-là sont plus sollicitées parce que quand nous venons au boulot, on utilise plus nos mains pour travailler, plus le membre supérieur pour travailler. Oui. Donc, c'est les parties du membre supérieur qui sont plus touchées. Mais je laisse le docteur Assogba renchérir ce que j'ai dit. Oui, c'est le membre supérieur qui est le plus touché, mais au niveau du membre supérieur, c'est plus le poignet qui est touché. Là, oui. Le poignet. Le poignet est plus... Est-ce que ça fait mal ou on constate simplement que ça ne répond plus bien? Et les plaintes sont souvent au niveau du poignet. Les douleurs, les pathologies musculo-squelettiques. On arrive à certaines choses, c'est ça? Oui. C'est des picotements. Il y a par exemple ce qu'on appelle syndrome du canal carpien. Ça vient régulièrement. Vous imaginez, on travaille, surtout les travailleurs du bureau, avec aujourd'hui l'ordinateur. Oui, nous sommes à plein temps comme ceci. La souris, il faut mettre quand même le poignet dans une certaine position pour qu'il y ait moins de contraintes en fait dessus. C'est pourquoi tantôt je disais, quand les contraintes sont supérieures aux capacités de l'articulation, c'est là où on a ces troubles-là. Et après le poignet, c'est les épaules. Oui. Parce qu'on utilise beaucoup l'épaule. L'épaule est même utilisée pour déplacer le membre
et dans l'espace, c'est l'épaule qu'on fait beaucoup bouger, en fait. Et après, il y a les coudes. Maintenant, on retrouve le dos. Mais le dos, c'est une dizaine de pourcents parce qu'on reste trop longtemps debout, trop longtemps assis. Et c'est rare qu'on trouve au niveau membre inférieur, mais quand on le trouve, c'est au niveau du genou et c'est de l'ordre de 2%. Donc ça. Mais la partie la plus touchée, c'est le membre supérieur. C'est le membre supérieur. Alors, comment se protéger de tout ça? Comment se protéger de tout ça? En matière de troubles musculo-squelettiques, il y a ce qu'on peut appeler protection individuelle et protection collective, en fait. Et protection individuelle, puisque c'est des pathologies liées au milieu du travail, c'est mettre à disposition du travailleur des éléments qui lui permettent d'assurer cette protection. Je prends l'exemple d'un ouvrier BTP. Il faut les casques, il faut des chaussures adaptées. Et au niveau brut, il faut... De quoi protéger son tympan. Exactement. Au niveau luminosité également, les yeux. Maintenant, il faut nécessairement qu'on ait un suivi médical vraiment bien établi. Strict. Et c'est ce qui manque peut-être dans nos administrations et dans nos entreprises. Le travailleur a droit à peut-être une visite médicale par an. Il faut inciter. Parce qu'en ce moment-là, si visite médicale est établie et réglée annuellement, on peut déjà dépister, détecter. Un certain nombre de choses. Malheureusement, il ne faut pas jeter en même temps la pierre aux administrations ou à ces entreprises-là. Parfois, c'est la négligence du patient même. Notre numéro passé, nous l'avons dit, c'est quand on voit que ça déborde, qu'on court chercher le spécialiste et là, on commence pas à dire j'ai mal, j'ai ci, j'ai tant. Donc je voulais juste attirer votre attention là-dessus. Exactement. Voilà. Alors, quelles sont les principales spécialités de kiné à connaître? Ce qui rentre dans le cadre musculo-squelettique. Oui. En fait, pour les troubles musculo-squelettiques, c'est souvent les kinés spécialistes en musculo-squelettique qui sont consultés. Et parce qu'il y a l'aspect rhumato. On peut avoir des kinés spécialistes en rhumato et en musculo-squelettique. Ils s'occupent en fait du squelette et des muscles qui vont bouger le squelette. Et honnêtement, avec la formation de base même qui est donnée, un kiné que je peux appeler généraliste, sorti après une licence, il est en mesure de prendre en charge les troubles musculo-squelettiques. Est-ce qu'il faut lier cela à la drépanocytose? Non. Non, ça n'a rien à voir. Un mot là-dessus? Bon, la drépanocytose, c'est totalement une autre pathologie, d'accord, dont les conséquences peuvent entraîner des douleurs au niveau des articulations. Oui, je pose la question parce que généralement, ceux qui sont drépas, ils se plaignent généralement de douleurs au niveau des articulations, des muscles, etc. C'est pour ça que je pose la question. Il y a une grande différence parce que la drépanocytose, la cause principale, c'est par rapport à l'hématie qui n'est pas bien formée, elle est falciforme. Donc, par rapport à cela, nous ne pouvons pas les classer dans les troubles musculo-squelettiques. Mais vous pouvez gérer quand même les dégâts que nous cela pouvons peut gérer engendrer. les conséquences, voilà. Je n'aurai pas cette pathologie-là. Donc, il y a une raideur qui peut s'installer, par exemple, chez cet enfant. Donc, on va mobiliser, bouger les articulations, essayer de détendre pour le soulager. D'accord. Vous avez parlé de neurologie, docteur. Moi, la kinésithérapie du sport, c'est quoi concrètement? La kiné du sport est un des domaines, en fait, je dirais, des spécialités de la kiné. Et ça permet d'accompagner, en fait, les sportifs dans le sens prévention des blessures liées à la pratique de l'activité physique et également gestion de ces blessures générées par cette pratique de l'activité physique. Et c'est une spécialité, tu fais une licence en kiné et tu iras faire en fait une spécialité en kinésithérapie du sport. D'accord, nous allons parler d'une dernière avant de passer à notre dernière étape sur ce plateau, la post-chirurgie. Là aussi, vous intervenez à ce qui paraît. Oui, en post-chirurgie, oui, et je dirais même presque dans tout ce qui est domaine au niveau spécialité chirurgicale. Qu'est-ce qui se passe? Quand on fait une intervention chirurgicale, c'est que c'est pour un problème donné, c'est pour une pathologie, pour corriger. Et la kiné, elle est là pour restaurer les fonctions en fait perdues
grâce cette pathologie-là, en fait. Mais ce qui est intéressant, qu'on pourrait peut-être, de plus en plus, ça commence à être fait, quand c'est une chirurgie programmée, c'est du fait de la kiné avant l'intervention chirurgicale. Parce que le fait de la kiné avant l'intervention chirurgicale, ça nous permet, en fait, d'avoir déjà un certain capital avec ce patient, et ça va réduire le délai. Mieux connaître le patient. Voilà. Et ça va encore permettre de réduire le délai de la kiné en post-opératoire. Donc, un exemple tout simple, on veut l'opérer, on lui fait de la kiné avant l'intervention. Quelqu'un qui n'a pas eu de la kiné avant l'intervention, sa durée de récupération peut être plus longue que celui qui a eu de la kiné avant l'intervention. D'accord. Chers amis téléspectateurs, nous allons passer à notre toute dernière rubrique. Nous sommes presque à la fin de cet entretien avec nos invités sur ce plateau. Docteur, quel conseil donnerez-vous à tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui? À vous deux, bien sûr. Allez-y. Ok, moi je dirais, pour ce qui est des troubles musculo-squelettiques, il y a moyen de prévenir. Et ça passe par la diversification des tâches. Et il ne faudrait pas qu'on se mette à faire des tâches répétitives, parce que c'est l'une des causes, en fait, de ce mal-là. De ce mal. Éviter de mettre nos articulations dans des positions extrêmes pendant longtemps. Donc, garder une posture pendant longtemps. Essayez également de faire une visite, un suivi médical, je dirais, strict, pour pouvoir dépister plus tôt et mettre une prise en charge conséquente pour éviter d'aller vers une incapacité totale du travailleur. D'accord, docteur, votre mot de fin? Merci. Pour ajouter à cela, je pense que la première étape, c'est déjà faire une sensibilisation auprès des employeurs pour essayer de rappeler les petites notions d'hygiène pour les positions à adopter et de ne pas maintenir ces positions pendant longtemps, un usage répétitif, mais aussi amener la population béninoise à pratiquer une activité physique modérée en fonction de leurs capacités. D'accord, merci. Merci beaucoup à vous, chers spécialistes. Merci d'avoir accepté de nous tenir compagnie sur ce plateau. C'est la deuxième partie, je dirais, en ce qui concerne la kinésithérapie. Et nous espérons bien sûr que vous reviendrez pour d'autres angles de traitement, toujours en ce qui concerne votre domaine. Chers amis téléspectateurs et auditeurs, pour bénéficier de la rééducation la plus ciblée possible, il est recommandé de s'orienter vers un kinésithérapeute spécialiste de votre pathologie, bien sûr, c'est très important, surtout si celle-ci est chronique ou particulièrement complexe. Merci de nous avoir suivis et à jeudi prochain pour un autre numéro.